donnerai demain soir. Il n'est pas absolument nécessaire d'assister aux deux pour tout comprendre, si je puis dire, de cette conférence. Mais par contre, ça peut fortement vous aider de recevoir le PowerPoint de l'autre conférence, si vous ne pouvez pas y accéder, pour compléter le PowerPoint de celle-ci. C'est pour ça que vous avez eu à l'entrée des personnes qui vous proposaient de laisser vos adresses mail pour recevoir ce PowerPoint. Ces deux PowerPoint plus exactement, parce que vous verrez que c'est, je ne sais pas au niveau des questions comment ça va se passer, mais j'ai été obligé jusqu'à à peu près minuit hier soir de modifier le PowerPoint de manière à essayer de faire passer les choses, mais sans aller trop loin non plus dans la technique, sinon j'en avais pour 2 heures sur chaque point quasiment. Donc ça a été assez difficile à mettre en place. Bien que le sujet soit relativement simple sur le fond, en apparence. Donc, cette conférence, bon, les PowerPoints vous seront envoyés par Univers Bourse. Univers Bourse, c'est le site qui vient, c'est la succession logique, je dirais, l'évolution de ProAT. Il ne faut pas que je m'avance devant les haut-parleurs. Donc c'est l'évolution logique de proat.com qui était un site qui est toujours d'ailleurs au travers d'Univers Bourse un site de rencontres, d'échanges. Attention, rencontres, entendons-nous bien, hein, pas rencontres telles qu'on l'entend habituellement, rencontres entre gens intéressés par la bourse, bien sûr. Et qui a une bibliothèque absolument extraordinaire de techniques, d'échanges, d'essais, etc., qui a été transposée sur donc, Univers Bourse, que je vous conseille d'aller voir, qui est une évolution extraordinaire parce que c'est un site qui est très large, déjà, donc qui autorise des graphes très larges, qui est vraiment prévu pour l'analyse technique et non pas limité aux habituels 1024 ou quelque chose comme ça, des sites avec les pubs sur la droite, les pubs sur la gauche qui vous réduisent à 600 pixels, ce que vous pouvez poster comme schéma, par exemple. Cette conférence a été... Donc, je vais me servir lors de cette conférence également d'un logiciel qui s'appelle la Future Station Nano, qui est distribué par WH Self-Invest, qui a un stand ici, qui est un broker et qui m'a autorisé donc à utiliser son logiciel et à présenter les résultats que j'ai obtenus avec son logiciel. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. J'aime assez commencer relativement à l'heure, parce que je ne sais pas à quelle heure je vais finir. Donc, la première chose que je me suis dit en cherchant, en fait, comment entamer cette conférence, d'une part, je me suis fait un petit peu gronder lorsque j'ai fourni les sujets par André Malpel, parce que j'étais parti sur des sujets de trading, où vraiment il fallait rentrer dans le détail pour montrer comment faire avec toutes les possibilités de mise d'objectifs, de suivi de stop, etc. Il m'a dit attention, non, ça tu feras ça, mais au salon du trading. Là, aujourd'hui, c'est le salon de l'analyse technique. Et effectivement, il y a une différence entre l'analyse technique et le trading. Quelle est-elle, à votre avis? C'est dans l'ordre. C'est l'ordre dans lequel on appréhende les choses qui est totalement différent. L'analyse technique est une préparation au trading. Mais ce n'est pas du trading. Par contre, aller au trading sans préparation, c'est un petit peu comme monter au front sans savoir se servir d'un fusil. C'est un petit peu embêtant. Par contre, aussi, il faut savoir que l'analyse technique ne repose que sur le passé. Alors j'entends souvent ceci comme étant un reproche. Oui, mais ça, c'était valable dans le passé, mais on n'en sait rien. On ne sait absolument pas si ce sera valable pour l'avenir. Tout à fait, bien sûr. Et ça, c'est exactement comme tout dans la vie. Je vous signale que tout dans la vie fonctionne comme ça. Et moi, personnellement, je préfère aller au combat, si je puis dire, en sachant que mon fusil a déjà fonctionné 1000 fois, plutôt qu'en sachant que mon fusil s'est déjà enrayé 1000 fois. Chacun son truc. Mais je préfère prendre le bon fusil entre les deux. Enfin, le bon, j'en sais rien. Je ne sais pas si la 1001e fois ça va fonctionner et les 1000 fois qui suivent. Mais au moins, je sais que celui-là a marché.
Donc on considère généralement qu'un décalage ou une tentative de décalage importante est probable si elle est précédée d'une période de calme. Ça c'est quelque chose, je pense, que vous avez entendu un petit peu partout. Oui, mais quel calme? Qu'est-ce que ce calme? Quel décalage? De quelle importance? Avec quelle probabilité? Et donnant quel résultat ou quelle stabilité de résultat sur la durée? C'est bien gentil d'asséner comme ça des vérités qui sont finalement universellement adoptées par tous, mais sans vraiment avoir conscience de l'implication de chaque mot. Alors, le plus simple et le plus utilisé, je dirais, pour visualiser la fameuse période de calme, ce sont les bandes de Bollinger ou Bollinger, ça dépend comment vous le prononcez. Là, on touche un petit détail. Je veux bien qu'on utilise un outil, d'une manière générale, à condition de savoir comment il fonctionne. Ce n'est pas... L'analyse technique, ce ne sont pas des recettes de cuisine. Il faut quand même savoir se servir des outils et savoir comment fonctionnent les outils, sinon vous allez tout interpréter. Vous avez une forte probabilité, là, de tout interpréter de travers. Que sont les bandes de Bollinger? Donc, elles visualisent 2 fois l'écart type des clôtures par rapport à la moyenne mobile 20. Plus et en moins. Donc, mon graphe ici, par rapport aux bandes de Bollinger, présente quelque chose de totalement inutile. Juste le graphe, la partie graphique, qui n'a aucun rapport avec les bandes de Bollinger. Quoi? À votre avis? Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Oui, les chandeliers, bravo. Effectivement. La définition, c'est 2 fois l'écart type des clôtures par rapport à la moyenne mobile 20 des clôtures. Donc, il faut comprendre que les bandes de Bollinger ne s'intéressent qu'aux clôtures. Donc, toutes les autres informations que me donnent les bougies ici japonaises n'ont aucun rapport avec les bandes de Bollinger. En limite, ça ne peut que fausser mon interprétation des bandes de Bollinger. Mais on a plus l'habitude de figurer les prix comme ceci, plutôt que seulement avec les clôtures. Si je vous avais mis seulement les clôtures, vous m'auriez dit il manque quelque chose. Et bien non, il y avait tout par rapport aux bandes de Bollinger. Donc qu'utilise-t-on en fait généralement? Donc ce sont les resserrements de bandes suivis d'extractions plus ou moins violentes. Ici j'ai choisi une extraction, j'ai pris une extraction qui est relativement violente et vous voyez l'effet que ça a immédiatement sur les bandes. Donc on sort des bandes, on considère que quand on sort des bandes de Bollinger sur un resserrement des bandes, alors il s'agit d'un signal, éventuellement ici un signal haussier. Au passage, regardez le comportement des bandes. Donc les bandes commencent par s'écarter, puis ensuite adoptent une pente équivalente. Je vais me faire des amis aujourd'hui. Puis ensuite commencent à se resserrer. Donc, pour former une nouvelle période de calme plat. On fait les cours pendant ce temps. Rien. Rien. Donc ayez bien conscience que les bandes en question n'examinent qu'un écart type sur une période ancienne qui va progressivement être décalée. Mais elles n'ont, a priori, quelle que soit pratiquement leur forme, et des exemples comme ça, on peut en trouver des tonnes. J'ai vraiment pas cherché, c'est juste un aparté que je fais. Faites attention. N'examinez par un indicateur, ici les bandes de Bollinger, que dans la mesure où vous le comparez au cours. Ici, quelle que soit la configuration des bandes, finalement, les cours, si je vous montre comme ça sur l'écran, vous ne verrez pas bien, hein, ça c'est sûr, avec le doigt, les cours n'ont absolument pas bougé, ce qui explique qu'ils ont simplement décalé et ensuite ils se sont maintenus au même niveau.
Donc attention, attention aux fausses idées, comme quoi quand les bandes s'écartent alors que les cours sont en accélération. Non, quand les bandes s'écartent, c'est que les cours ont été en accélération. Nuance. Hein? Nuance. On regarde le passé avec les indicateurs, la plupart des indicateurs. Et quand les cours sont en parallèle, ça j'ai lu ça dans un livre il y a une dizaine d'années, et encore un ami, eh bien ça signifie que là il y a une grosse tendance en cours. Moi sur les cours je ne vois absolument pas une grosse tendance, hein. Je vois ça calme plat. Ceci dit, je suis pas... Alors j'ai un petit avantage sur la plupart des collègues que vous verrez, que vous entendrez à droite à gauche, c'est que j'ai rien à vendre. Donc c'est assez amusant et je peux me permettre de dire à peu près tout ce que je veux. Sauf que Malpel va me virer la prochaine fois. Mais comme il est en train de faire une autre conférence, je ne pense pas qu'il voit ça. Et si on ne s'est pas enregistré, c'est bon, on peut y aller. Bon, c'est bien gentil d'avoir ce type de signal que je vous ai rappelé ici. Donc un resserrement des bandes, okay, puis une extraction, et ensuite, eh bien, les cours, ma foi, continuent ici dans le bon sens. Donc c'est parfait, c'est l'exemple typique du trade qui éventuellement fonctionnerait, ou plutôt donnerait un résultat favorable. Maintenant, il faut quand même regarder un petit peu ce que ça a donné sur une période un petit peu plus large. Donc quelle est la réussite au bout d'une heure? Au bout d'une heure, ça veut dire qu'on rentre. On achète quand les cours sortent des bandes alors qu'elles sont resserrées, et puis on reste une heure dessus. Ici, c'est sur 5 minutes pour avoir un petit côté intraday, mais si vous faites ça sur le journalier, vous aurez des résultats un petit peu meilleurs. Je vous le dis quand même. Donc voilà ce que donne en fait ce type de technique. En fait, c'est profitable dans 46% des cas, un petit peu moins de 50%. Et on gagne en moyenne un tout petit peu plus que l'on ne perd. Ceci dit, si on fait la courbe du gain en cumulant les gains de chaque trade, entre guillemets, ou chaque essai de sortie de bande, eh bien on s'aperçoit que globalement ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement satisfaisant sur le long terme et que on a plutôt, en appliquant uniquement cette technique, hein, je rappelle uniquement la sortie de bande et l'extraction, enfin les bandes resserrées et l'extraction, on a plutôt quelque chose de relativement perdant, sans que ce soit catastrophique, mais relativement perdant. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément ce qui se passe entre 9h et 18h, qui représente à peu près l'ensemble du marché. Les tests sont faits sur les futurs ici, donc on peut même aller plus loin éventuellement, mais là, il n'y a plus tellement d'échanges. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt ce qui va se passer au moment où il y a le plus de statistiques possibles, en fait, qui vont tomber, c'est-à-dire, en gros, dans la période 13h55, 15h30. Si on a des décalages des sorties de bande à ce moment-là, est-ce qu'on arriverait à en profiter ou pas? Donc, en filtrant simplement les décalages qui ont lieu entre 13h55 et 15h30, j'obtiens un pourcentage profitable qui est à peu près équivalent, finalement, et un gain moyen sur perte moyenne qui est même inférieur. Donc, il s'avère que les extractions de bandes, si on utilise les extractions de bandes aux heures de statistique, ne sont pas plus favorables que les extractions de bandes à n'importe quelle heure. Et c'est ça la donnée qui va ici nous intéresser. Et je me suis posé la question, oui, c'est bien, mais il y a des jours de publication. Mercredi, on a quelquefois des statistiques intéressantes qui entraînent une agitation des marchés. Le vendredi également, on a des batteries de statistiques qui viennent un petit peu plus souvent que les autres jours. Donc si j'isolais, en fait, les jours, je les prends un par un et je regarde ce qui se passe le vendredi. Pourquoi est-ce que je me suis focalisé un petit peu sur le vendredi? Parce qu'il s'avère qu'avec Univers Bourse, on fait ce qu'on appelle des journées régionales, c'est-à-dire qu'on réunit
les habitués, si vous voulez, du site, hein, des forums du site, puisque c'est aussi un site de forum, et les habitués d'une région, que ce soit Nantes, Toulouse, etc. Et puis on se fait une petite réunion, on se fait une après-midi de trading ensemble. Et ça tombe toujours le vendredi après-midi. Et en préparant ce type de journée, je me suis aperçu qu'il y avait des setups, il y avait des configurations qui fonctionnaient très bien le vendredi après-midi, entre 14h et 17h, en gros, puisque c'est là qu'on trade, mais qui ne fonctionnaient pas bien du tout les autres jours, ou le reste du temps. Je me suis dit, étrange quand même. Et puis, je me suis souvenu aussi il y a 6 mois à peu près, où certains d'entre vous étaient peut-être là, j'avais fait le salon du trading, et j'avais participé à comment ça s'appelle? Les duels. Enfin bon, le trading en direct. Et je m'en étais pas trop mal sorti. Je pensais au départ que c'était parce que j'ai tradé comme d'habitude, c'est-à-dire que j'étais relativement prudent, etc. Je n'ai pas pris de risques exagérés pour gagner. Mais je pense à la réflexion que pas seulement. Je m'étais préparé sur ce type de trading exclusivement sur le vendredi après-midi. Enfin, le vendredi matin et le vendredi après-midi, en fait. Beaucoup sur le vendredi après-midi, parce que j'aime bien le vendredi après-midi. Donc je m'étais préparé exclusivement sur cette journée, et cette journée est effectivement différente légèrement des autres jours. Ce qui fait que j'étais un petit peu plus prêt, en ayant fait cette distinction, j'étais un petit peu plus prêt à faire des profits, ou faire moins de pertes, que d'autres qui se sont laissés surprendre par ces particularités. Donc il s'avère ici que le vendredi est le moins mauvais des jours sur cet horaire et la période qui est examinée. Vous voyez qu'il y a même une période qui était relativement intéressante, où les signaux étaient presque tous dans le bon sens, puis ensuite ça s'est stabilisé pour revenir à quelque chose d'à peu près moyen, disons. Mais par rapport à ce qui se passe sur les autres jours, là vous avez le lundi, en fait, ici vous avez le mardi, ici le mercredi et ici le jeudi. Donc, vous voyez, c'est le seul jour finalement où il serait un petit peu intéressant d'aller chercher les extractions sur les resserrements et les sorties de bande. Mais c'est quand même assez insuffisant, dirons-nous, pour gagner de l'argent. Donc il faut introduire une notion supplémentaire. Je me suis dit, on va essayer ça, avec la notion de squeeze. Alors le squeeze utilise également les bandes de Bollinger. Donc on retrouve cette idée en fait de bandes de Bollinger qui sont plus ou moins larges et plus ou moins serrées en fonction de la volatilité récente et de la dérive récente, mais utilise également ce qu'on appelle les bandes de Keltner. Est-ce que vous connaissez les bandes de Keltner? Oui, il doit y en avoir quelques-uns qui connaissent, puisque c'est John Carter, je crois, qui a vulgarisé un petit peu cette méthode, en fait, cette représentation des squeeze, il y a 1 an ou 2 à peu près, avec un livre qui était assez intéressant. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, intéressant de se le procurer. Ceci dit, le livre le plus intéressant que j'ai jamais lu s'appelait Spéculer sur les indices futurs ou un truc comme ça. Il n'est plus disponible. C'est pas de chance. Et c'est un livre que j'avais écrit, que je n'ai pas encore réédité. Parce que j'ai pas de temps pour le réécrire et l'éditeur attend. Mais il est disponible d'occasion sur Internet, sur Amazon, à 3 fois son prix de base au départ. Donc si vous voulez spéculer un petit peu sur les livres, allez-y, c'est pas mal, il paraît. Donc que sont les bandes de Keltner? C'est la visualisation autour de cette même moyenne mobile 20, non plus d'un écart type de clôture, mais d'une fois et demie l'ATR. L'ATR, c'est l'Average True Range. Est-ce que tout le monde connaît l'ATR ou pas? Non.
En gros, sans aller chercher la formule, l'average true range vous donne une idée de la volatilité récente des marchés. Volatilité qui sera exprimée essentiellement au travers de la taille des bougies, la taille moyenne, si vous voulez, des bougies, et également un petit peu à partir du décalage par rapport à la bougie précédente. Donc c'est juste une expression moyenne de la volatilité récente sur 20 bougies ici, dans le cas qui nous intéresse. Donc on dirait des bandes quand on les affiche toutes seules, on dirait des bandes de Bollinger presque, hein, mais pourtant ça n'a pas du tout le même comportement. Voilà, ici sont affichés les deux en même temps. Les bandes de Bollinger qui sont là, qui sont celles qui sont plus larges, et celles qui sont plus régulières, la plupart du temps à l'intérieur des Bollinger, ce sont les bandes de Kettner. Que se passe-t-il quand les cours entament une dérive horizontale? Eh bien, les bandes de Bollinger rentrent à l'intérieur des bandes de Kettner. Et c'est cela qu'on définit comme étant un squeeze. Donc voilà un signal technique relativement précis qui va permettre de mesurer en fait l'efficacité d'une sortie de constriction, en quelque sorte. Ça, c'est vraiment l'exemple parfait. Hein. On le montre bien parce que finalement, on achète à peu près ici, puis après, on a un petit moment de doute et on se laisse porter. Ça, si c'était tout le temps comme ça, ce serait magnifique. Donc, le déclencheur pour les squeezes, et le squeeze de Carter, en l'occurrence, c'est la sortie en clôture des bandes. Alors que nous sommes en squeeze, ou alors que nous étions en squeeze la bougie précédente. Parce qu'il se peut que la bougie actuelle fasse cesser le squeeze. Mais parce qu'elle est très violente, mais si on était en squeeze à la bougie précédente, alors c'est un signal quand même. Donc il faut d'abord qu'il y ait un squeeze, ensuite qu'il y ait une extraction. Qui utilise régulièrement le squeeze de Carter? Tout ça? Wow. Pas beaucoup de monde apparemment. C'est très étrange parce qu'il y a 2 ans, j'aurais posé la même question, il y avait la moitié de la salle qui levait la main. Et ça montre un petit peu la volatilité des méthodes. Hein, et des personnes également. Vous avez tendance à sauter du coq à l'âne. Moi aussi, hein, je cherche tout le temps ce qu'il y a de nouveau éventuellement. Je ne suis pas différent, mais on a tous tendance effectivement à chercher ce qu'il y a de nouveau, à oublier ce qui est ancien. C'est une erreur. D'un point de vue de l'analyse technique et de la recherche, ça c'est parfait. Par contre, au niveau du trading lui-même, c'est une erreur dramatique. Parce que si vous changez sans arrêt vos méthodes de trading, vous n'avez plus aucune idée de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc gardez ce qui vous sert. Tout fonctionne, hein, d'ailleurs. Mais gardez ce qui vous sert, regardez ce qui se fait, d'accord, mais n'oubliez pas ce qui s'est déjà fait avant. Alors, quelle est la réussite globale, 1 heure plus tard, quand on regarde de 9h à 18h, quelle est la réussite globale de l'extraction des cours suite à un squeeze de Carter? Pas extraordinaire, encore une fois, de l'ordre de 50%, finalement, à 48%, et gain moyen divisé par la perte moyenne, c'est-à-dire que les gains moyens sont à peu près équivalents aux pertes moyennes, légèrement supérieures, mais pas suffisamment pour faire de cette technique en elle-même, toute seule, une méthode intéressante. Sur la période 9h à 18h. Maintenant, 1 heure plus tard, toujours examiné sur 1 heure, hein, mais seulement avec les départs entre 13h55 et 15h30, toute journée confondue. Décidément, c'est pas terrible. Et là, on ne peut pas dire,
c'est choisi ou c'est pour montrer que c'est bon ou pas. Non, mon propos est d'aller voir si ce qui est usuellement admis fonctionne ou pas, en particulier sur ces horaires de statistiques. Et à votre avis, qu'est-ce que je vais regarder derrière? Voir s'il y en a qui suivent un peu. Ah oui? Ah, ça, peut-être. On va voir. Le vendredi. Les vendredis, bon, il y a beaucoup moins de cas, bien sûr, mais aux surprises, forte proportion, relativement, de cas où on gagne beaucoup plus qu'on ne perd. En fait, ce n'est pas le pourcentage de réussite, ici, qui est important. Ce qui est important, c'est que quand ça fonctionne drôlement bien. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire quand les cours ne partent pas, finalement, on perd assez peu par rapport à ce qu'on gagne en moyenne sur les trades gagnants. C'est une première information relativement intéressante, je pense. Mince, c'était filmé. Allez. Bon, bah, je vais me faire virer. Et les autres jours, eh bien, les autres jours, sans grande surprise, en fait, on voit que ce soit le lundi, que ce soit le mardi, le mercredi, qui est pourtant un jour où il y a des statistiques intéressantes, et le jeudi, eh bien, cette méthode, en fait, si on l'utilise systématiquement et si on voit ce que ça donne en gardant les positions mineures, cette méthode ne va pas fonctionner. Donc, d'une manière générale, avoir un mouvement directionnel aux heures de statistique sera a priori plus facile le vendredi que les autres jours. Mais par contre, le sens, savoir dans quel sens exactement on va partir, et essayer d'éliminer les signaux qui vont dans le mauvais sens, va nécessiter de chercher des filtres directionnels. On va essayer bien sûr d'appliquer à l'ensemble de l'échantillon, puis aux horaires ou aux jours qui nous intéressent. Alors, quelle sorte de filtre faut-il appliquer une fois que vous avez un signal, finalement, un signal technique? Mais il faut essayer quand même de trouver des filtres qui sont adaptés au signal lui-même, qui soient significatifs aux heures de publication des statistiques, puisque c'est ce qu'on cherche. Qui ne soient pas significatifs en dehors, on s'en fiche un petit peu, en l'occurrence. Puisque ce qu'on cherche, c'est une niche sur la publication de statistiques. Un filtre dont l'application engendre un avantage qui ne soit pas totalement irrégulier. C'est-à-dire ça va fonctionner 2 mois, puis pas du tout 1 mois, puis refonctionner 3 mois, puis pas du tout 6 mois, puis refonctionner 1 an. Ça, c'est pas extraordinaire. À défaut, on peut essayer de cumuler plusieurs filtres de ce type, mais on aura du mal. Donc j'ai essayé de voir de façon brute ce que donnaient des filtres que vous utilisez ou que nous utilisons de façon à peu près usuelle, je dirais. Donc j'ai commencé par un filtre basé sur la MACD 1226-9, qui est la MACD de base.